Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du tournoi MLS is Back, le podcast quotidien sur Culture Soccer. Votre hôte Adi Raphaël, et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver l'autre rédacteur en chef de Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine, rebonjour dans le monde des vivants. Salut Adi, ça fait très plaisir de revenir après plus d'une bonne semaine de vacances dans le sud de la France. Donc on est de retour, petit à petit on se remet dans la bulle MLS et on commence à suivre les matchs. Donc très heureux d'être là pour ce podcast. Ouais, effectivement. Moi aussi, j'avais hâte de te parler un peu parce que ça fait longtemps. Puis, t'as souvent des opinions qui sont quand même assez intéressantes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir vraiment ton point de vue sur les matchs qui se sont déroulés. Donc, aujourd'hui, on est le 17 juillet. Et on va parler, bien évidemment, des matchs du 16 juillet, donc d'hier, le jeudi. Donc, il y a eu 3 matchs hier. En premier, on commence par le match entre Atlanta et Cincinnati. Un résultat surprise parce que on sait que pour nous Atlanta était le favori du groupe. Atlanta a déjà perdu son premier match contre les Red Bulls 1-0 et cette fois-ci Cincinnati, qui a été étrillé par Columbus 4-0 lors du premier match, s'impose sur le score de 1-0. T'as pensé quoi de ce match-là en gros, en général? On va commencer après à parler des 11 de départ et ainsi de suite, mais en gros, est-ce que petit choc ou gros choc ou non, je trouve ça normal. De base, plutôt content pour Cincinnati, parce qu'on l'avait dit dans le preview de ce tournoi. C'est une équipe que j'aime beaucoup, avec pas mal de joueurs très intéressants, mais qui avaient du mal à jouer ensemble. Et ça fait plaisir de les voir enfin gagner 3 points justement, contre Atlanta. Mais c'est autant la victoire de Cincinnati que c'est la défaite d'Atlanta. Je pense qu'on en parlera tout au long, mais c'est l'équipe d'Atlanta United qui a vraiment pas su développer son jeu, et Cincinnati n'a pas eu non plus une montagne d'occasions. Donc ça aurait pu très bien finir sur également un match nul. Mais heureux pour Cincinnati, heureux pour Yoann Damet, pour tous les joueurs de Cincy et pour les fans qui méritent un petit peu de bonnes nouvelles enfin. Effectivement. Donc, on va commencer en premier par les 11 de départ, comme on fait d'habitude. Donc, du côté de Atlanta United, Brad Guzan dans les buts. Toujours une défense en 3 propre au coach Frank de Boer, avec Franco Escobar, Miles Robinson et Fernando Meza. À gauche, on avait Jake Mulroney cette fois-ci, et à droite, on avait Brooks Lennon dans la défense à 5. Pour ce qui est au milieu de terrain, c'était cette fois-ci Jeff Larentowicz avec Eric Remedi au milieu de terrain. Donc pas de Heinemann, pas de Mo Adams comme la fois dernière. Et devant, il joue avec on va les appeler 2-10, qui sont Pity Martinez et Ezequiel Barco, qui cette fois-ci est titulaire. Et en pointe, Adamian. Donc cette fois-ci, Frank de Boer décide de mettre vraiment un attaquant pur et dur devant. Du côté de Cincinnati, c'est un peu différent. Il y a aussi eu quelques changements de ce point de vue-là, plus des changements de rôle que de changements de joueurs, même s'il y a quelques changements de joueurs aussi. Donc aussi une défense à 5, mais dans les buts, on a Titan. À droite, on avait Joseph Claude Diao. Les 3 défenseurs centraux, c'était Mathieu Deplagne sur la droite, Michael van der Werf en tant que défenseur central au milieu, et Kendall Waston en défense centrale gauche. Et puis le latéral gauche, c'était Andrew Gutman. Les 3 milieux de terrain, c'était Frankie Amaya et Aris Medunjanin, mais par contre, ils ont été accompagnés cette fois-ci de Caleb Stanko. Et devant, on avait Adrien Régatin, l'ancien Toulousain, et Yuya Kubo. T'as pensé quoi de ces 2 11 de départ? Est-ce que c'est quelque chose... tu as été étonné des choix des 2 coachs? Est-ce que ou bien tu t'y attendais un peu? Parce qu'on s'entend, Cincinnati avait perdu lourdement 4-0, tandis qu'Atlanta avait aussi perdu contre les Red Bulls 1-0. Donc il fallait un peu brasser ses cartes, non? Oui, avant le début du match, j'étais un peu déçu de ne pas voir Emerson Hyndman, que j'aime beaucoup. Je comprends un petit peu l'ambition de Frank de Boer de un petit peu bloquer ce milieu de terrain avec Larentowicz et Remedi, mais j'ai trouvé ça dommage de ne pas le faire jouer. Ensuite, Adamian, c'était intéressant dans l'idée de peser sur les défenses avec un attaquant physique comme ça.
Mais face à une défense à 3, je sais pas si c'était, on en parlera un peu pendant le déroulé du match, mais ça a vraiment pas marché. Et du côté de Cincinnati, Joe Gio, j'ai jamais su comment prononcer son nom ou que ce soit Gutman. Finalement, c'était presque des ailiers, surtout Gio qui a vraiment monté pendant le match. Mais la défense à 3 a plutôt bien marché. J'étais content de voir Regatta un petit peu devant. Surpris que sans comment je peux oublier son nom, sans Locadia, ils n'aient pas fait jouer un pur avant-centre comme Brandon Vasquez par exemple ou je ne sais plus qui ils ont, mais ouais, Vasquez c'est celui qui me vient en tête, et finalement jouer avec 2 pointes comme ça, je trouvais ça un peu étrange. Il manquait un vrai point d'appui, mais ça n'a pas trop mal marché au final. Mais voilà, c'était intéressant de la part de Jaap Stam de tenter de mettre 2 attaquants qui ne sont pas forcément les plus physiques, mais qui jouent plus derrière les défenses. Donc voilà, très, très surpris et très intéressé par la formation de Cincinnati. Ouais, effectivement, j'ai bien aimé ce que Cincinnati a fait. Après, bon, j'aurais aimé voir Fatah Alashi plus dans le milieu de terrain. Finalement, non, c'était pas lui qui a joué, même s'il est rentré dans les dernières secondes du match pour quelques minutes. Et puis, j'aurais aimé aussi voir un peu plus Brandon Vasquez aussi qui est rentré dans les 5 dernières minutes du match, qui sont 2 profils complètement différents, mais c'est deux joueurs que j'aurais bien aimé voir dans cette équipe, surtout aussi le petit clin d'œil avec Brandon Vasquez qui joue contre son ancienne équipe Atlanta. Ça aurait été quand même assez beau. Du côté d'Atlanta, très sincèrement, j'ai pas compris le milieu Larentovitz Meremedi. Tu as dit que effectivement c'était pour bloquer un peu Cincinnati, mais depuis quand Atlanta joue pour bloquer Cincinnati? Et c'est ça que je trouve un peu bizarre. J'aurais aimé un peu plus un milieu beaucoup plus remuant, parce que effectivement, et on va en parler un peu plus tard, c'est sûr, en mettant un milieu aussi physique et beaucoup moins technique, ben, ça joue dans l'animation offensive. Donc, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était un peu trop frileux de la part de Frank de Boer de jouer avec Larentovitz et Remedi. Donc, voilà pour les 11 de départ. Sinon, le reste, ça me va. Bon, Adamian, pour moi, c'est peut-être qu'il a fait une bonne saison USL, puis il a jamais été bon en MLS. Je pense le plus grand nombre de buts qu'il a mis sur une saison en MLS, c'est 5. Donc pour moi, le voir à la pointe de l'attaque d'Atlanta, c'est quand même assez ridicule. Après, c'est pas comme s'ils avaient 75 options non plus. Et puis il y a une grosse défense en face, assez physique. Je vois pas Barco face à Weston ou Van der Werf, à mon avis, il se fait pas mal bouger s'il joue en faux de 9. Donc je comprends l'ambition, mais comme tu dis, c'est vraiment parce qu'ils ont rien d'autre, quoi. Exact. Donc voilà, pour les 11 de départ. Donc on passe un peu aux clés du match. Tu en as parlé un tout petit peu. Il y a vraiment, on sent en fait, en tout cas moi à première vue, je sens que l'équipe de Jaap Stam, Cincinnati, est venue avec un plan de match très très clair, tandis qu'Atlanta était là, puis on sentait que ils essayaient de faire à chaque fois quelque chose de nouveau, puis ça marchait pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en fait, le problème d'Atlanta, j'écoutais ça ce matin, Charlie Davis, elle en parlait sur le podcast Extra Time de la MLS, et je trouvais ça très juste. C'est qu'ils essayent de jouer comme s'ils jouaient avec Joseph Martinez, et donc ils jouaient beaucoup dans les pieds d'Adamian, et finalement, il y avait peu de jeux de trouver la tête, par exemple, d'Adamian, ce qui aurait pu être une meilleure technique au niveau du dernier tiers du terrain, et finalement en fait ça faisait que dès qu'ils avaient la balle, Pitti ou Barco, ils essayaient de combiner avec Yann, mais sauf que Yann n'est pas forcément aussi bon dans la remise en jeu que peut l'être, je sais pas, Olivier Giroud par exemple, ou ce genre de joueur physique central. Donc ça n'a pas très bien marché. Les Cincinnati a vraiment pressé avec leur défense à 3 sur que ce soit Barco ou Pitti Martinez, qui finalement n'ont pas eu beaucoup de chance pour s'exprimer. Il y a eu 3 tirs cadrés pour Atlanta, donc voilà, ça montre un petit peu le problème. Et voilà, ils ont eu du mal vraiment. Et puis bon, ils ont été très très rapidement réduits à 10. Forcément, ça n'aide pas avec des fautes mais complètement débiles de Mullally. Surtout la première, je la trouve vraiment stupide. Et se faire sortir à la 26e, c'est vraiment handicapant pour ton équipe. Donc c'est assez dommage pour Atlanta, parce que peut-être qu'il y avait un coup à jouer à 11 contre 11, mais sauf que bon, au bout de 20 minutes, quand tu es à 9 contre 11, à 10 contre 11, c'est compliqué. Et donc voilà, pour moi le problème ça a vraiment été les combinaisons entre les 3 premiers attaquants, et voilà, le rôle d'Adamian qui n'a pas été clairement défini, et ils essaient de jouer comme si c'était Joseph, sauf que lui il peut pas contrôler le ballon puis repartir rapidement ou faire un contrôle orienté. Lui c'est vraiment plus de la remise de la tête, et c'est pas ce qu'ont essayé de faire les joueurs d'Atlanta.
T'as complètement raison. Effectivement, ils ont mal joué avec Adamian, mais en plus, tu sais, c'est pas comme si tu pouvais lancer Adamian en profondeur non plus, parce que sa point de vitesse, c'est pas vraiment ça. Donc bref, oui, effectivement, j'ai trouvé que, comme j'ai dit, c'était brouillon. C'était vraiment brouillon. On savait pas trop quoi faire. Comme je l'ai dit, les deux milieux de terrain, Larentovic et Remedi, c'est pas des joueurs très créatifs. Donc, même s'ils sont très solides défensivement, sauf que c'est pas des joueurs très créatifs. Donc peut-être avoir ajouté des joueurs de ballon comme peut-être soit Rossetto, soit Heinemann, ça aurait été un peu mieux. Et puis j'ai senti aussi que on se retrouvait très souvent avec, en tout cas, les joueurs se retrouvaient un peu laissés à eux-mêmes, puis tenter les choses eux-mêmes. On l'a vu souvent, Manuel Castro, quand il est rentré vers la 65e minute, il tentait des choses un peu tout seul, en oubliant ses coéquipiers. Même chose pour Barco, même chose pour Pity Martinez, qui a vraiment pas eu un bon match hier. Et juste pour mettre la cerise sur le sundae, J.J. Williams qui rentre puis se fait expulser 7 minutes avant la fin du match. Bref, une journée à oublier du côté d'Atlanta qui se retrouve vraiment avec 0 points. Mais j'aimerais qu'on se concentre du côté de Cincinnati. Vraiment, très, très bon match de Cincinnati. Ce que j'aime bien, c'est que Cincinnati a vraiment joué le contre, mais sans être trop bas. Donc, on n'a pas vu, on n'a pas vu une équipe qui refusait de jouer, mais elle a quand même joué le contre avec de longs ballons, avec leurs deux flèches, parce que, comme tu l'as dit plus tôt, Kubo et Regatin, c'est vraiment deux attaquants qui vont plus jouer en profondeur. C'est plus des ailiers d'habitude. Donc, ils vont plus jouer en profondeur que jouer physique dos au but. Et ça a vraiment bien marché. Et puis, l'animation offensive au milieu de terrain était mené avec brio par Frankie Amaya qui a fait un excellent match indépendamment de son but qui est magnifique, qui est vraiment un bijou. Il a vraiment fait un bon match. Et déjà le premier match, il m'avait impressionné. Moi, j'aime bien ce joueur-là. Il faut dire que quand on voit des joueurs repêchés aussi haut lors de la draft, ça veut dire qu'ils ont quand même un peu de talent, n'est-ce pas Antoine? Non, clairement. Et puis c'était le numéro 1 l'année dernière. On n'avait pas vu grand-chose de lui. Mais là, c'est cool, il y a un nouvel entraîneur. Donc, le nouvel entraîneur, en fait, ce tournoi pour Jaap Stam, c'est vraiment une sorte de tournoi de pré-saison pour essayer de voir un peu les options qu'il a, parce qu'il connaît pas forcément très bien son groupe. Et à mon avis, il va être très impressionné par Frankie Amaya, donc on risque de le voir beaucoup cette saison, ce qui est plutôt cool. Voilà, il a 19 ans, jeune américain qui a fait les beaux jours un peu de la sélection U18, il a fait quelques matchs avec eux. Et ça se voit qu'il a du talent et qu'il est plutôt polyvalent, ce qui est cool. Comme tu as dit, le milieu de terrain aussi avec Medou Janin qui a fait des belles récup. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'apport de Joe Giaio, justement, sur le côté droit. Il a fait des beaux appels, des beaux centres. Il a essayé de faire la différence. Enfin, sur le but, c'est lui qui le fait d'ailleurs. Mais c'est un joueur avec qui, quand j'avais vu Cincinnati aller chercher, je crois qu'il était en D2 allemande, ça paraissait un petit peu un coup foireux, comme d'autres joueurs qui sont allés chercher du style d'Eric Etienne Jr. Ils avaient pris en prêt l'année dernière. Enfin, ça avait l'air d'être un peu l'année dernière les joueurs qu'ils avaient pris à la mi-saison en se disant faut absolument qu'on sauve notre saison parce qu'elle est horrible. Et ça n'avait pas très bien marché, j'avais l'impression. Mais là, il a fait un gros match, plutôt content. Comme Yaya Kubo aussi, comme tu l'as dit, il a bien pris sur le côté les ailes d'Atlanta qui étaient très hautes finalement. Et la défense à 3 avait du mal à couvrir les ailes. Et Yaya Kubo comme Adrien Regatin se sont plutôt bien chargés de ça. Après, c'était, comme j'ai dit en intro, pour moi, c'était pas le match de l'année de Cincinnati. Clairement, il y a 12 tirs et il y a 2 actions vraiment dangereuses. Le but et puis un tir de Yakubo qui est bien capté par Guzan. Mais à part ça, non, c'est agréablement surpris quand même par Cincinnati, content de les voir un petit peu se débrouiller. Et Frankie Amaya, vraiment, c'est très cool de voir marquer ce premier but. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on pourra peut-être le voir intégrer petit à petit de la sélection américaine s'il continue comme ça. Parce qu'il est jeune et là, il a de l'énergie à avant, donc c'est plutôt cool. Et content pour Cincinnati et les fans. Effectivement, et puis il y a eu quand même de très bonnes choses, le retour de Michael van der Werf, le retour de Mathieu Badeplein dans le 11, des choix quand même assez forts du côté de Jaap Stam qui a pas eu peur de vraiment brasser ses cartes cette fois-ci après la déconvenue face à Columbus. Puis je pense déjà qu'on commence à voir la patte Jaap Stam qui a vraiment choisi. Et c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit pas vraiment dans ce tournoi, mais qui a vraiment choisi les bons joueurs aux bonnes positions. Ceux qui l'avaient pas fait dans le premier match, on avait vu à un moment donné un Regatin qui jouait en pointe dans le premier match, ce qui était vraiment ridicule. On avait parlé ici sur ce podcast-là avec Florian Moget. Mais c'est ça, donc très très heureux
très heureux de voir un Cincinnati qui fait du sens, Après, bon, est-ce que c'était une victoire chanceuse? Je pense qu'un match nul n'aurait choqué personne. Par contre, quand tu as un coup de génie de la part de Frankie Amaya, sur ce genre de match, il faut un coup de génie pour pouvoir se sauver avec la victoire. Et c'est ce que Cincinnati a réussi de faire. Après, si jamais Atlanta avait réussi ce coup de génie-là, on n'aurait pas crié au vol non plus. Donc, voilà, c'est sur un coup de sort que Cincinnati s'impose sur ce match-là, n'est-ce pas, Antoine? C'est rassurant pour la suite, surtout que leur meilleur joueur, le Cadia, était blessé. Et on l'avait dit au podcast début, c'est un effectif qui sur le papier est vraiment pas mauvais. Je regarde leur banc, il y a quand même Nika Glund, Abdul Salam, Brendan Vasquez justement, Kekuta Mané. Il y a des noms sur ce banc et donc c'est un effectif qui pourrait aller plus loin que sur toute une saison, peut-être que ça tient pas la route, mais pour un petit tournoi comme ça, malgré le fait que l'entraîneur ne les connaît pas, ça peut être sympa et il faut voir au prochain match s'ils vont confirmer, j'espère. Mais pour le moment, c'est plutôt bien d'avoir accroché ces 3 points face à Atlanta, même si voilà, pour moi, c'est aussi beaucoup la défaite d'Atlanta. Effectivement, c'est vraiment la défaite d'Atlanta. Donc, juste le petit point sur le groupe E avant de rentrer, de choisir notre meilleur joueur et notre pire joueur de ce match-là. Le petit point, donc Columbus, qui, on va en parler un peu plus tard, a remporté son match, se retrouve avec 6 points. Les Red Bulls avec 3 points. Cincinnati avec 3 points, Atlanta avec 0 points, avec un différentiel de -2. Et le différentiel va être très important parce que on sait que les 2 premiers se qualifient. Par contre, c'est les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes qui vont se qualifier aussi. Donc Atlanta peut encore espérer ça, même si ça va être très compliqué, sachant que les Red Bulls et Cincinnati sont quand même devant. Bref, on verra ce qui va se passer par rapport à ça. Donc Antoine, qu'est-ce que tu penses pour toi, qui est le joueur du match et qui est le pire joueur du match? Pour le pire, à mon avis, c'est plutôt simple quand même, c'est Mularny. Parce que tu peux pas te prendre un rouge au bout d'une demi-heure de jeu, je trouve ça vraiment dur pour ton équipe après. Et la première faute est vraiment, vraiment évitable. Il a mis vraiment une grosse semelle sur le tibia. Enfin, ça aurait été plus tard dans le match, ça m'aurait pas surpris que l'arbitre le mette rouge direct. Là, je pense qu'il était un peu trop tôt pour ça, donc il a sorti, mais c'était vraiment dur comme faute. Et donc, oui, Mularny sans hésiter. Et puis, du côté de Cincinnati, il y avait Amaya, mais moi, je donnerais à Joe Giaio, qui m'a vraiment surpris par rapport à ce que j'attendais de lui, ce qui n'était pas grand-chose. Et finalement, il a bien bougé son équipe sur la droite, donc assez content pour lui. Et voilà, je voudrais juste dire un dernier point sur Atlanta, qui était que, voilà, on voit clairement que cette équipe, comme tu l'as dit, il manquait un créateur. Et c'est là où le fait d'avoir quand même libéré Gressel et Nagby en même temps, ça fait énormément de mal à Atlanta, sans en plus avoir Martinez. Et puis tu as LGP aussi qui est parti, mais il y a vraiment un turnover à Atlanta cette année. Et pour le moment, ça ne marche pas. Voilà. Ouais, c'est comme si, tu as raison, c'est comme si on avait un peu démantelé ce qui marchait du côté d'Atlanta pour mettre des pièces qui vont pas vraiment bien ensemble. Hein. Ça a l'air plutôt de ça. Tu as parlé la créativité au milieu de terrain qui manque avec les départs de Nagby et Gressel. Donc, c'est une très, très bonne vision de ce qui se passe à Atlanta, malheureusement. Après, bon, on a vu l'année passée Atlanta qui avait très mal commencé l'année, puis finalement qui a fini quand même en force. Donc, est-ce que ces pièces-là vont finir par trouver une certaine façon de travailler ensemble? C'est possible. C'est encore très tôt dans la saison. On sait, on a joué 4 matchs jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas non plus... très suffisant pour vraiment juger l'effectif au complet. Il y avait un fan d'Atlanta qui avait écrit, ça me vraiment fait rire sur un commentaire d'un article, c'est quoi le but de Frank DeBoer? L'année dernière, on était bons et chiants, maintenant on est juste mauvais et chiants. Ouais, effectivement. Bon, oui. Effectivement, DeBoer a souvent, malheureusement, dans sa carrière d'entraîneur, a souvent été le genre d'entraîneur qui malheureusement avec le temps on voit que le jeu de son équipe se dégrade peu à peu, puis jusqu'à maintenant à Atlanta on a l'air de remarquer ça. Après, comme j'ai dit, c'est encore le temps, ils ont encore le temps de se remettre. Moi, j'aimerais parler aussi du côté de mon pire joueur dans le match. Bien évidemment, j'aurais mis Mulroney, mais je voulais parler aussi de Pity Martinez. Pour moi, un DP, un joueur désigné, le meilleur joueur d'Amérique du Sud, qui est supposé être le meilleur joueur d'Amérique du Sud avant de revenir, de rejoindre Atlanta. Je m'attends à beaucoup plus de lui. J'ai comme l'impression que
il n'est pas là on n'a pas l'impression qu'il est là pour être le leader de son équipe. Il est là, on sent qu'il joue tout seul. Il n'y a pas d'entente avec personne. Bon, après, avec d'habitude, Joseph Martinez, il y a quand même une petite entente qui s'est développée, mais je vois pas cette même entente-là entre lui et Barco. J'ai pas aimé son match du tout. Lui qui est supposé être le petit X-Factor, comme on dit, dans cette équipe d'Atlanta. Très, très, très décevant, je trouve, son match à Pity Martinez. Pour ce qui est du meilleur joueur du match, toi, tu as choisi Joseph-Claude Giao, et tu as parlé de Frankie Amaya. Je sais, on parle souvent de joueurs, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, parfois j'aime bien choisir un entraîneur. Et pour moi, effectivement, Jaap Stam, juste pour l'ensemble de son œuvre tactique, pour ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe en si peu de temps, parce que, comme je l'ai dit, une déconvenue 4-0 pour finir pour le prochain match venir s'imposer face à Atlanta. C'est sûr, il faut lever son chapeau au coach Jaap Stam. Donc, pour moi, voilà les deux personnes qui ressortent de ce match-là. Donc voilà pour ce premier match. On a déjà vu un peu le groupe, ce qui se passe avec. On va passer au deuxième match de ce groupe-là. Comme ça, on peut finir le groupe en tant que tel. Deuxième match qui était tard en soirée ici au Québec, à 10h30 le soir, donc 4h30 du matin chez vous en France. Une victoire de Columbus face aux Red Bulls de New York sur le score de 2-0. Deux équipes qui avaient remporté leur premier match. Columbus de très, très, très belle manière. Red Bulls un peu plus... c'était joli, sauf que c'était un peu moins convaincant face à une équipe d'Atlanta aussi qui avait du mal à développer son jeu. Par contre, on a vu un peu les limites des Red Bulls dans ce match-là, parce que Columbus a encore une fois été extrêmement impressionnant, puis les Red Bulls assez décevants. Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu lors du podcast. Vraiment, quand j'ai vu le match, ça me fait penser à ce qu'on disait au podcast de pré-tournoi. C'est-à-dire Columbus Crew qui déroule parce qu'ils ont des bons joueurs à chaque position et ils ont très peu de points faibles et ils sont efficaces. Il y a aucune, il y a Zelarayan, mais il y a aucune star énorme au niveau d'autres équipes. Par exemple, Atlanta, Joseph Martinez, Pity Martinez. Il n'y a pas ce genre de star international. Mais c'est une équipe qui a très peu de points faibles et qui gère très bien son tournoi jusque-là, avec beaucoup d'expérience, et ils l'ont montré hier. Et du côté de New York Red Bulls, on le disait aussi dans le podcast de pré-saison, mais c'est une équipe en bout de souffle, qui manque de ressources, qui a peu recruté, qui a peu d'options sur le banc, parce qu'il passe beaucoup par les jeunes. Et on l'a vu hier, à part Florent Valo, vraiment l'équipe a été vraiment moyenne sur l'ensemble du match. Il y a très peu de joueurs qui m'ont impressionné. Donc voilà, pour moi, c'était une victoire logique de Columbus. Parfait, donc on passe au 11 de départ. Donc pour le crew, Eloy Room dans les buts avec Chris Cadden en tant que latéral droit, Jonathan Mensah, Josh Williams en tant que défenseurs centraux, Hector Jiménez à gauche. Au milieu de terrain, surprise, avec Darlington Nagbe, on avait le fils de Greg Berhalter, Sébastien Berhalter, au milieu de terrain pour sa première titularisation à vie. En attaque, les trois milieux offensifs, c'était Derrick Etienne Jr., de nouveau Lucas Zelarayan, et à gauche, le retour du Brésilien Pedro Santos, qui était même pas sur la feuille de match lors du premier match. Et en pointe, le favori d'Antoine Latran, Gyasi Zardes. Du côté des Red Bulls, David Jansen, Kyle Duncan à droite avec Aaron Long, Amro Tarek en défense centrale. Jason Pendant à gauche, le français. Au milieu de terrain, on avait au centre Sean Davis et Christian Cáceres Jr. Sur la droite, Florian Valo. Sur la gauche, Kaku, donc le joueur désigné Kaku. Et devant, on avait Tom Barlow, Daniel Royer, une sorte de 4-4-2, un peu hybride, parce que des fois, on voyait Barlow seul en pointe, avec Valo qui montait un peu sur l'aile, Kaku qui se mettait en 10, puis Royer à gauche. Donc, il y avait un peu une formation un peu hybride de ce point de vue du côté des Red Bulls. Est-ce qu'il y a, encore une fois, des surprises pour toi dans ces 11? Il y en a des logiques, il y en a des un peu moins logiques. Parle-nous un peu de ce que tu as pensé de ces 11 de départ-là. J'étais très choqué, enfin pas choqué, mais en fait je connaissais, je savais que le fils de Berhalter était dans le groupe, mais je savais pas du tout qu'il avait les épaules pour être titulaire en MLS. Je le connaissais vraiment très peu, donc j'étais surpris de le voir titulaire avec Columbus, surtout que sur le banc il y avait
ou Younes Mokhtar, donc des bons joueurs. Mais sinon, pas plus surpris que ça. La composition est belle. Et du côté des New York Red Bulls, en fait, avec tous les jeunes, j'ai eu du mal à savoir mais qui est titulaire ou pas. Je me souviens quand j'avais écrit le guide de pré-saison, on savait pas, par exemple, si Sigrist, si Nilis, qui a pas fait des super matchs jusque-là, allait pouvoir être titulaire. Tim Parker, c'était bizarre aussi de pas le voir sur le terrain. Mais je ne sais pas du tout si c'est dû aux jeunes qui sont meilleurs à l'entraînement ou par rapport au premier match du tournoi. Donc à New York, il y avait pas mal de points d'interrogation, mais comme j'ai dit, pour moi, cette équipe est un peu en bout de cycle. Et donc c'est étrange, mais pas si étonnant de les voir tenter des trucs avec d'autres joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Effectivement, j'aimerais avoir ton avis parce qu'on en a parlé lors du dernier podcast. Quand même surprenant de voir Tim Parker sur le banc. Ça fait 2 matchs de suite. Tu as dit, c'est peut-être que tu me dis les jeunes sont peut-être meilleurs, mais finalement c'est Amro Tarek qui était titularisé. Il est pas jeune, il a 28 ans, puis c'est pas un joueur exceptionnel non plus. Donc quand même assez bizarre de ce point de vue-là. Et la deuxième question que je voulais te poser aussi du côté des Red Bulls, on avait dit que quand Robles était parti, et je me rappelle la conférence de presse de Chris Armas et de son boss, ils avaient dit qu'il est temps pour Ryan Meara de prendre des responsabilités. Puis là, on voit David Jansen qui est titulaire. Quand même assez bizarre. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 choix quand même assez bizarres? Parker, c'est celui que j'explique le moins. Je comprends pas pourquoi il était pas mauvais l'année dernière pourtant. Donc je sais pas pourquoi il est pas titulaire. Il avait pas fait les 2 premiers matchs de la saison. Dans mes souvenirs, c'était pas si mal que ça. Après, en fait, à chaque fois avec ce tournoi, c'est ce qui est très étrange, c'est qu'on analyse vraiment quelque chose qui, à mon avis, se base beaucoup sur ce qu'on voit à l'entraînement, parce qu'il y a peu de temps pour la préparation, il n'y a pas la répétition des matchs, il n'y en a que vraiment 3 en phase de groupe, donc faut composer avec les meilleurs à chaque match. Et j'imagine que Parker, tout comme Meara, n'a pas fait les bonnes impressions à l'entraîneur et à l'entraînement. Jetson, je suis un peu moins surpris parce que quand il était arrivé, on avait dit bon, peut-être dans le futur ce sera le numéro 1. Là, il semble déjà prendre ses aises, même si j'ai pas trouvé son match hier assez fou, même plutôt mauvais. Mais non, du côté des Red Bulls, voilà, beaucoup de questions, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a des limitations assez énormes sur le banc des remplaçants. Donc en fait, les 2 ou 3 éléments qui peuvent peut-être faire la différence, et l'entraîneur doit les essayer comme ça. Mais non, je sais vraiment. Pour moi, Tim Parker, c'est vraiment la grosse question. Je sais pas, peut-être qu'il est juste pas frais. C'est des conditions très étranges à Orlando. Il fait très chaud. Là, c'était très tard dans la nuit. Donc voilà, c'est peut-être ce qui explique qu'il y a un choix d'un joueur qui est plus en forme que l'autre. Ouais, effectivement, ça doit être ça parce que j'ai du mal à trouver l'explication à ce genre de décision-là. Et du côté de Columbus, pour moi, il y a eu de très, très grosses surprises, en plus de Berhalter qui a commencé le match au milieu de terrain. Déjà, le fait de voir les 2 latéraux, on sait que Caleb Porter, un peu comme Berhalter, aime beaucoup utiliser ses latéraux, donc peut-être qu'il a juste voulu des forces fraîches. Par contre, il a encore mis Hector Jiménez en tant que latéral gauche. Du côté droit, c'est Chris Cadden. Donc, on a vu Afoul sur le banc, ce qui est presque du jamais vu du côté de Columbus. Afoul est toujours le premier à être sur la feuille de match. Bon, après, il se fait un peu vieux aussi de son côté. Par contre, quand tu y penses, moi, ce qui me dérange vraiment beaucoup dans tout ça, c'est que Milton Valenzuela n'a toujours pas disputé une seule minute pour Columbus. On préfère un joueur comme Hector Jiménez qui a 31 ans, qui a plus l'habitude, en tout cas dans le passé, de jouer beaucoup plus sur l'aile. Il est capable d'occuper tout le couloir, mais il est capable de jouer en tant que milieu droit, mais même en tant que milieu offensif droit. Et bon, là, il commence à prendre la place sur le côté gauche. Ici avec Columbus, tandis que lui, il est habitué de jouer à droite. Donc, très, très, très bizarre ce genre de choix-là du côté de Caleb Porter. Après, bon, ça marche. C'est ça le plus important, ça marche. Puis c'est peut-être dû au fait que, moi, ce que je me disais pour Valenzuela, c'est peut-être qu'il est arrivé pas forcément en forme au tournoi. Peut-être qu'il a pas fait attention à son niveau de fitness pendant le confinement, qu'il a du mal à revenir. Ce qui pousse Berhalter à prendre quelqu'un de plus frais, peut-être. Mais oui, non, il y a beaucoup de questions et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas avec ce format très étrange dans la bulle d'Orlando. Donc, c'est peut-être ça qui explique les choix étranges. Ouais, ou alors, un autre point que je me disais, c'est peut-être pour, pas Berhalter, peut-être pour Caleb Porter, que ce match était le plus simple en fait à gagner et qu'il préférait
reposer quelques cadres pour Cincinnati. Ce qui serait étrange, hein, mais peut-être que dans sa tête, c'était ça, je ne sais pas. Bah, en tout cas, ils ont leur dernier match contre Atlanta. Ils ont déjà joué Cincinnati, oui, effectivement. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, possible. Après, bon, pour moi, les Red Bulls, c'était l'équipe qui avait gagné le premier match contre Atlanta. Donc, c'est quand même... maintenant, avec 6 points, Columbus est assuré de passer au prochain tour. Ils pourront pas se faire rattraper. Donc, il va pouvoir reposer un peu des joueurs. Mais il faut pas oublier aussi que les matchs, ils sont importants. C'est pas juste le tournoi. Ces 3 matchs-là comptent pour la saison régulière. Donc, je vois pas pourquoi il reposerait ses joueurs. Mais bon, il a quand même reposé beaucoup de joueurs. En plus, il a choisi un choix fort. Josh Williams en défense centrale, devant Sir Burke, devant Keita, par exemple, qui étaient préférés d'habitude. Au milieu de terrain, dont on a dit Berhalter pour Arthur. Par contre, et on a vu par exemple un excellent Younes Mokhtar lors du premier match. Là, il est sur le banc. Puis Pedro Santos, qui était même pas sur la feuille de match le dernier match, se retrouve titulaire. Derek Etienne Jr. se retrouve titulaire. Donc, j'aime ça parce que il y a une rotation du côté de Caleb Porter. Tout le monde se sent concerné dans ce tournoi-là. Le problème d'habitude avec ce genre de changement fort, c'est que tu as toujours peur que ça joue contre l'équipe. Parce que il y a moins d'osmose, il y a moins d'automatisme qui se crée. Par contre, écoute, il a eu la main heureuse, Caleb Porter, puis on a vu une très très bonne équipe de Columbus dans ce match-là, n'est-ce pas? Oui, vraiment plutôt bonne. Je sais pas si on passe un peu à l'analyse du match du coup. Oui, vas-y. C'est une équipe qui aurait pu en mettre un peu plus. Zelarayan avait vraiment été très dangereuse, très dangereuse devant la boîte de la surface de réparation de Jensen. On a Derrick Etienne Jr. qui a fait un raté incroyable sur une passe de Zardes Derrick qui aurait dû la mettre au fond. C'est incroyable de rater ça, mais sinon c'était un très bon match complet de Columbus, très peu d'erreurs. Nagby, c'est vraiment la recrue de l'année pour eux avec Zelarayan, mais Nagby, c'est un travail énorme de récupération et de relance. On comprend pas pourquoi Atlanta allait se passer, mais surtout on comprend pourquoi Columbus est allé le chercher. Donc non, franchement, une belle équipe de Columbus qui part vraiment comme les favoris de ce tournoi, parce que tu en parlais dans les derniers podcasts avec tes nombreux invités, mais il y a beaucoup d'équipes, Atlanta, Seattle, qui répondent pas forcément aux attentes qu'on plaçait en eux, et Columbus pour le coup part vraiment avec 2 beaux matchs. Il y a moyen qu'on les voit, à mon avis, très loin dans la compétition. Caleb Porter, c'était un des premiers entraîneurs à dire qu'il voulait gagner ce tournoi. Je suis désolé, il y a Corbeau chez moi, j'espère qu'on ne l'entend pas. Sinon, c'est vraiment un gros match de cette formation de Columbus. Et New York, ils sont venus un peu pour faire la figuration, et voilà. Ouais, effectivement. Figuration, on a parlé des limitations de cet effectif-là. Hein. On a parlé, on s'est dit que ça allait être assez difficile de voir quelqu'un comme New York même faire les séries, hein, pour si jamais on avait une saison régulière normale. Donc déjà, on sait très bien qu'il y a des problèmes du côté de New York. Mais par contre, Columbus, je l'avais dit lorsqu'on avait fait notre guide de la MLS, j'avais mis Columbus assez haut, et puis tout le monde m'a un peu traité, comment ils étaient tellement nuls l'année passée. Puis dans ma tête, je regardais un peu Caleb Porter et comment l'équipe s'était renforcée avec des joueurs, non seulement de très bons joueurs, mais aussi des joueurs qu'il connaît, comme Darlington Nagbe, mais même sur le banc, Fernando Adi, qui était là pour donner pour un peu encore plus amener un peu du peps en attaque. Et on l'a vu, il est rentré dans les 10 dernières minutes, les 8 dernières minutes, Fernando Adi. Donc, je suis content pour Columbus qui a trouvé tout ce qu'il fallait pour embêter les Red Bulls. Je pense que les Red Bulls ont été complètement asphyxiés. Ils n'ont pas eu une grosse chance de marquer. Ça a été très, très difficile. Leurs gros joueurs, enfin les joueurs qui sont le plus dangereux d'habitude, c'est Valo, Royer et Kaku. On les a très peu vus, même s'ils ont essayé de certaines choses. Valo a été le plus en vue du côté des Red Bulls. Mais pour moi, ce match-là aurait pu terminer facilement pour un autre 4-0, voire même plus. On va pas dire que Columbus a manqué beaucoup de choses, mais d'un autre côté, ça faisait du sens. Je sais pas comment le dire autrement, mais on voyait qu'il y avait du jeu,
et il y avait du jeu fluide et on voyait que les joueurs se trouvaient un peu les yeux fermés. On l'a vu plusieurs fois sur plusieurs actions où c'était des jeux en triangle, joués très rapidement, que ce soit dans des attaques placées ou dans des contre-attaques. Ils ont été vraiment au-dessus du lot. Et puis Zardes, très bizarrement, il est très efficace devant le but durant ce tournoi. Je sais que parler de Zardes et efficace, ça doit t'étonner, n'est-ce pas, Antoine? Zardes, j'ai dit plusieurs fois ce podcast. Je n'ai rien contre Zardes et je pense que c'est un bon attaquant. Je suis juste énervé de le voir titulaire avec l'équipe nationale parce que pour moi, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe nationale à ce poste. Mais non, sinon, c'est un bon attaquant de MLS et il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un mec qui est normalement vidange pas mal et là, il est plutôt efficace. Tant mieux pour son équipe parce que ils ont, ouais, comme tu as dit, ils ont vraiment dominé. Il y a eu beaucoup plus de tirs ciblés. Enfin voilà, comme j'ai dit, Derrick Etienne a vraiment raté un truc mais immanquable. Mais on a aussi Mokhtar quand il est entré qui a failli faire un superbe lob sur le gardien après avoir éliminé 2-3 défenseurs. Il y avait des vraies occasions. Alors que du côté des Red Bull, à part Florian Vallo, comme tu disais, qui a été plutôt remuant, il y a eu très peu de chance. Les défenseurs étaient vraiment là pour souvent contrer le ballon. Gros match de Mensah notamment. Jonathan Mensah qui a vraiment fait un gros match dans les airs voilà, qui assure vraiment la stabilité défensive de Columbus. Mais ouais, les attaquants de New York manqué pas mal leur tir ou tirer dans les défenseurs. Donc finalement, c'est assez logique comme résultat et ça aurait pu faire 2-3-0. Et quand tu regardes en plus ce qu'on fait rentrer Columbus, que ce soit Arthur, que ce soit Mokhtar justement qui a fait vraiment une très belle entrée, que ce soit Fanendo Hadi à la fin, il y a vraiment des ressources. Alors que du côté des Red Bulls, on est vraiment limité. Brian White et Alex Mult ou Rastowski, c'est des bons joueurs, mais c'est loin d'être des cadres en MLS et c'est pas assez pour essayer de battre cette équipe de Columbus. Exactement, et il faut pas oublier aussi que on l'a dit au début de la discussion, Valenzuela et Afful ont même pas foulé le terrain pour une minute, donc en tout cas dans ce match-là, donc il y avait encore d'autres forces à la disposition de Caleb Porter. C'est pas comme s'ils avaient tout essayé, puis voilà, donc c'est quand même assez très encourageant du côté de Columbus. Caleb Porter a vraiment construit une équipe très très forte et il va falloir surveiller ça non seulement pour ce tournoi mais même au-delà du tournoi parce que c'est une équipe qui a l'air vraiment montée pour gagner des titres et c'est intéressant je sens que à toutes les positions, il y a de très bons joueurs, il y a de la profondeur, il y a tout ce qu'il faut du côté de Columbus. Du côté de Red Bulls, on l'a dit plusieurs fois, année de transition cette fois-ci, je m'attends pas à grand-chose de cette équipe-là. Chris Armas fait le mieux qu'il peut, mais il y a pas assez de talent dans cette équipe, comme tu l'as dit, de bons joueurs, mais il y a pas ce petit plus qui te fait rêver un peu, à part peut-être Kaku sur une ou deux touches, ou Valo sur une ou deux touches, mais il y a pas vraiment quelqu'un de dominant au sein de cette équipe des Red Bulls. Et on l'a vu dans ce match-là, comme je l'ai dit. Est-ce que tu te rappelles d'une action extrêmement dangereuse du côté des Red Bulls? Moi, je m'en rappelle pas. Je crois qu'il y a une fois où Valo arrive à dribbler 3 mecs et puis servir, je sais plus qui servait, c'était Barlow ou Royer. Et Royer rate, mais ouais, non, c'est vraiment, il y a pas grand-chose. Et Valo, c'était ce mec qui s'est bougé un petit peu hier. Mais non, vraiment gros match de Columbus. Le milieu de terrain a bien amusé le reste. La défense était là pour défendre les tirs, les 2-3 tentatives de Kaku Valo. Et devant, ça a pas mal enchaîné. C'était très rapide en contre. Donc parfait, c'est un gros match. J'ai vu une stat aussi, Nagby, il a pas raté une passe en première mi-temps. Il a tout réussi, ce qui est assez énorme. Donc non, vraiment, Columbus, équipe complète et équipe dans les favoris pour gagner ce tournoi. Exactement. Et puis, quelle pioche ce Lucas Zelarayan, hein? 2 buts en 2 matchs. D'habitude, on a toujours une petite période d'adaptation pour un joueur étranger qui vient dans une équipe. On sait aussi que Zelarayan est en train de remplacer une légende du club qui est Federico Higuaín. Puis, écoute, on a comme l'impression que Higuaín est presque oublié au sein de Columbus tellement Zelarayan est en train d'exploser en si peu de temps, hein? Ouais, c'est ça qui est, quand on réussit son recrutement derrière, c'est clair qu'on se souvient plus de ceux qui étaient là avant. On l'a dit avec Atlanta, ils n'avaient pas forcément remplacé Gressel ou Nagby ou LGP. Et bah là, avec Zelarayan, ils ont trouvé un remplaçant parfait pour Higuaín, un mec en plus qui bouge un peu plus vite et qui a un rendu peut-être meilleur. Et donc voilà, très content pour Columbus qu'ils aient fait cette belle acquisition qui lie vraiment bien, parce que les autres, que ce soit Etienne
ou que ce soit Zardes, c'est pas forcément des joueurs qui vont aller provoquer, dribbler, créer des décalages. C'est plus des joueurs qui vont justement recevoir le ballon en bout de piste ou qui vont courir très vite sur le terrain et finir l'action. Donc Zelarayán, c'était vraiment la pièce manquante de cette équipe. Effectivement, effectivement. Donc, pour toi, quel est le joueur du match et le pire joueur du match, Antoine? Pour moi, le joueur du match, c'était Nagby. Darlington Nagby a vraiment fait un très beau match. Et le pire joueur du match, c'est un peu compliqué. J'hésitais entre les deux attaquants des New York Red Bulls parce qu'ils n'ont pas été très bons à se démarquer. Mais en fait, c'est dur de les asséner eux alors qu'ils n'ont pas eu tellement de chance en fait, sur le terrain. J'ai pas été fan du match de Jensen aussi, le gardien. Je pense que sur le deuxième but, il a pas. Oui, c'est celui de Zelarayán. À mon avis, il a quelque chose à faire dessus. Il aurait pu l'avoir. Et non, c'était pas un gros match de Jensen. Donc, je dirais Jensen, mais en fait, il y a beaucoup de monde à New York que je pourrais cibler. Ouais, effectivement, effectivement. J'aime beaucoup tes choix. Tu as parlé de Nagby. Pour moi, c'était l'homme du match lors du dernier match. Par contre, j'ai aimé le match de Pedro Santos. Je trouve que malgré avoir raté le premier match, j'ai beaucoup aimé. Il a été très remuant. Il a été passeur décisif sur un but. Il a été là dans toutes les occasions. Très impliqué dans ce match-là, même s'il a joué juste 67 minutes. Je sens que, pour moi, c'est ça la clé de la réussite d'habitude dans une équipe, c'est quand tes joueurs de l'année précédente arrivent à bien s'entendre avec tes recrues. Et j'ai bien aimé Pedro Santos avec les recrues, avec le nouveau système, enfin, avec le système mis en place par Caleb Porter cette année. C'est comme un poisson dans l'eau, puis ça s'est très, très bien débrouillé pour le Brésil. Le Brésilien s'est très, très bien débrouillé. Donc, pour moi, je voulais nommer Pedro Santos avec, bien évidemment, des mentions honorables à Jonathan Mensah, à Jesse Zardes qui a fait un bon match, à Zelarayán, à Derrick Etienne qui a quand même, malgré ses petits ratés, il a quand même fait un bon match aussi. Je trouve Derrick Etienne l'haïtien. Donc voilà du côté du meilleur joueur. Du côté du pire joueur, comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes à pointer du doigt du côté des Red Bulls. Moi, souvent, j'aime bien pointer du doigt le joueur qui est supposé être le leader technique. Et pour moi, c'était Kaku. Vraiment pas là dans ce match-là. 60% de passes réussies seulement pour un joueur de son niveau. Vraiment très quelconque dans ce match-là, je trouve. Il a eu deux tirs. Il a été remplacé à la 67e minute. Donc, juste pour dire que même Chris Armas avait pas l'air très impressionné par lui. Après, bon, on oublie que le climat n'aide pas les joueurs. Il fait très, très chaud, très humide à Orlando. Donc, c'est peut-être pour ça qu'Aku est peut-être pas habitué à ça. Mais comme étant un joueur argentin, j'ai comme l'impression qu'il devrait être habitué à ce genre de climat, non? Ouais, peut-être. Alors, je dis c'est pas ça. Fait plus chaud en Amérique du Sud, mais c'est clair que à Columbus, c'est la même chose, de toute manière. Ouais. Il fait pas hyper chaud à Columbus, donc il faut qu'il s'habitue aussi. Et à New York, pareil. Donc, non, c'est clair, il était un peu en deçà. Peut-être qu'il n'est pas en forme, il n'est pas arrivé très, très fit. Mais non, c'est dur en fait de trouver un joueur de Red Bulls parce qu'ils étaient vraiment tous en deçà. Et il n'y a pas eu d'énormes erreurs. Il n'y a pas eu un match, je trouve, complètement raté. Mais aucun ne s'est vraiment révélé, donc c'était dur de pointer un bon comme un mauvais, à part Valo qui est ressorti un peu du lot, mais le reste, c'était vraiment pas ça. Ouais, effectivement. Bref, en tout cas, c'est intéressant ce match-là. On passe au dernier match qui a été joué hier. C'était le Canadian Classic, le Classiro, le Derby 401, même si on déteste cette appellation ici à Montréal parce qu'il n'y a pas d'autoroute 401 à Montréal. Donc bref, la grosse rivalité entre Montréal et Toronto. Un match, je pense qui a été assez cool pour les neutres. Une victoire de Toronto sur le score de 4-3. C'est quand même une des plus grandes rivalités en MLS avec Seattle-Portland, bien évidemment. Ils sont très proches l'un de l'autre, je trouve, ces deux rivalités. C'est vraiment ce qui fait vendre en MLS, c'est ces matchs-là. Ça a été quand même un match plein de rebondissements. Comment tu as trouvé le match, Antoine? Alors, j'ai été surpris en regardant les stats après avoir regardé le match parce qu'il y a les stats reflètent en fait un match plutôt équilibré, alors que j'ai trouvé quand même Toronto assez supérieur sur l'ensemble du match. C'est-à-dire que Montréal était plus en train d'essayer de recoller au score
Et c'était fait avec plus ou moins de chance ou enfin, pas forcément la chance, mais des penalties, etc. Alors j'ai trouvé le jeu de Toronto vraiment beau, léché, les Piatti, Pozzuolo, enfin, on parlera surtout Akinola devant, vraiment bien combiné. Et j'étais quand même beaucoup moins emballé par le match de Montréal. On voit que Thierry Henry a encore du mal à trouver la bonne formule pour son 11 de départ, mais c'est surtout toi qui vas pouvoir parler du 11. Mais à part, enfin, beau match de Kyoto, de Taider, voilà, de quelques joueurs de Montréal, mais j'ai trouvé que la victoire de Toronto finalement plutôt logique. Ouais, effectivement, une victoire assez logique du côté de Toronto et je peux pas vous dire combien ça me fait mal de dire ça, mais vraiment une victoire très très logique du côté de Toronto. On regarde les 11 de départ, donc en premier du côté de Toronto FC, vraiment presque exactement le 11 de départ qu'on a vu lors du premier match avec Quentin Westberg dans les buts, Auro sur le côté droit, Omar Gonzalez, Chris Mavinga en défense centrale, Richie Laryea qui a fait ses débuts en tant que titulaire à gauche. C'était, je pense, le seul changement durant le match. À droite, on avait, en tant que milieu offensif droit, on avait Pablo Piatti. Milieu offensif gauche, on avait Tsubasa Endo. Au milieu de terrain, le central, on avait Michael Bradley, Marco Delgado. En numéro 10, Alejandro Pozuelo. Et en pointe, Ayo Akinola. Du côté de l'Impact de Montréal, encore un 11 de départ surprise de la part de Thierry Henry. C'est comme si s'amusait un peu. Clément Diop dans les buts. En défense centrale, toujours la fameuse défense à 3 qui n'a pas l'air de vraiment fonctionner. Parce que quand tu encaisses 4 buts et que tu as une défense à 3 qui est souvent une défense à 5, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, tu as en défense centrale Louis Binks, Victor Wanyama, le milieu de terrain qui est replacé en défense centrale, Yuka Raitala en défense centrale aussi. Sur le côté gauche de la défense, Jorge Corrales, le Cubain. Du côté droit de la défense, un autre milieu de terrain, mais qu'on a décidé de mettre sur le côté droit, Shami Chom. Au milieu de terrain, Samuel Piet, Emmanuel Maciel, qui faisait sa première apparition avec l'Impact de Montréal, et Safir Taider. Et en pointe, on avait un duo de Maxi Urruti et Romel Kyoto. T'as pensé quoi de ces 11 de départ? Déjà, pas de grosse surprise du côté de Toronto. C'est quand même assez logique de voir Laryea prendre le poste de latéral gauche, je trouve. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. En fait, c'est lui-même qui a marqué le premier but. Donc, voilà un bon 11 de départ, selon moi, du côté de Toronto. Puis, je te laisse parler de Toronto et de Montréal aussi. Laryea, très content de l'avoir vu jouer. En plus, il a vraiment bien joué. Vraiment un très beau jeune de la part du centre de formation de Toronto. Solide sur ses appuis, vraiment dangereux devant. Donc, un bon joueur. Un peu surpris d'avoir vu Omar Gonzalez. Je me souviens que le dernier match de Toronto, il me semble que vous l'aviez commenté avec Raphaël, si je dis pas de bêtises. Toronto d'ici, oui, je pense que c'était Raphaël, si je me rappelle. Parce qu'il avait parlé justement de pourquoi Omar Gonzalez plutôt que Laurent Simon. J'ai trouvé Gonzalez plutôt moyen sur le match. Après, c'est peut-être logique qu'il ait été titulaire, hein, mais en tout cas, le match, je l'ai pas forcément trouvé excellent, comme Maviga d'ailleurs. Devant, après, il n'y a rien à retirer. Hein. Endo, Delgado, Bradley, Piatti, c'est logique. Piatti a sorti un beau match, Pozuelo pareil, et puis Akinola a fait un match de dingue. Pendant 3 buts, pas forcément des plus faciles. Le premier est facile, mais les autres, c'est le troisième, je crois, où il met un gros coup de physique à un joueur de Montréal qui se retrouve par terre, mais c'est totalement à la régulière, hein, mais du coup, il est tout seul devant le but, et puis il finit très bien. Akinola a fait un énorme match, et on ne sait pas encore quelle sélection il va jouer plus tard, mais ça va être intéressant à suivre. Et du côté de Montréal, j'ai rien compris quand j'ai vu les compos. Je t'avoue que ce soit Chaume sur le côté, Wanyama en défense, j'ai été surpris de beaucoup de choix. Piet et Maciel ensemble, et ça me paraissait un peu défensif, même avec Taider à côté. Je sais pas trop ce qu'a fait Thierry Henry, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui sont plutôt pas mal sur le banc. Zachary Broglillard, j'ai l'impression qu'il joue jamais. Boran, il n'est pas là non plus. Rod Fanny, je sais pas trop ce qui s'est passé le dernier match, pourquoi il est pas là non plus. C'est toi qui vas pouvoir m'éclairer un petit peu sur Montréal, mais il y avait beaucoup de points d'interrogation pour moi en voyant cette composition d'équipe. Oui, beaucoup de points d'interrogation. J'aimerais juste en premier un peu rebondir sur Toronto en premier. On a dit vraiment un 11 de départ un peu classique. Laryea sur la gauche, on sait que Justin Morrow était pas très bien. Il paraît qu'il y avait une petite blessure. Il a
contracté une petite blessure. Donc, c'est pour ça que l'AREA a été choisi pour Morrow. Il était même pas sur le banc, Morrow. Donc, voilà pour Toronto. Ou sinon, comme on a dit, une sélection assez, un 11 de départ quand même assez classique. Du côté de Montréal, ben, écoute, c'est du n'importe quoi. Vraiment, Thierry Henry, comme j'ai dit, je pense qu'il joue, il s'amuse. Bon, après, c'est bien. Je suis content qu'il fasse ces petits essais-là. C'est quand même le début de la saison. On s'en fout du tournoi en tant que tel. Le tournoi, c'est quand même un plus, c'est un bonus. Par contre, si jamais ces petits jeux de la part de Thierry Henry lui permettent de vraiment dégager un 11 de départ qui fait du sens, pourquoi pas. Après, bon, il y a s'amuser, faire du jeu, et il y a s'amuser, essayer des nouveaux trucs, et il y a vraiment un peu prendre tout le monde pour des idiots. Ça, c'est mon point de vue, parce que Victor Wanyama en défense centrale, c'est vraiment aberrant. C'est peut-être un excellent milieu de terrain qui aurait très bien pu être excellent en tant que numéro 8. On le retrouve en défense centrale. Et quand on lui a posé la question en conférence de presse, il a dit, écoute, Camacho a dû rentrer à Montréal parce que naissance de son enfant. Waterman s'est blessé. Donc, c'est pour ça qu'il n'est même pas sur la feuille de match. Donc, finalement, lui qui aime jouer avec sa défense à 3, il a expliqué ça comme ça. Après, personne ne lui a posé une question de suivi en lui disant, t'as Rod Fanny, t'as Kari Fayao sur le terrain, sur le banc. Pourquoi tu les as pas fait jouer? Je vois pas pourquoi personne lui a posé la question. Mais bon, bref. Sur le côté droit, on lui a posé la question pourquoi on a Chamichom, et dans le premier match, on avait Samuel Pietz en tant que latéral droit. Donc, allez comprendre. Et il a dit, on essaie de trouver la meilleure solution pour le 11. OK, donc t'as pas répondu à la question. Pourquoi Zachary Briguière n'est pas là? Donc, bref. Et on a Clément Baillat. Donc, OK, tu aimes pas le jeu de Zachary Briguière. T'as quand même Clément Baillat devant, et il aurait pu choisir Clément Baillat. La seule chose que je me dis, c'est que Clément Baillat et Broguiard sont quand même des joueurs très, très offensifs. Donc, peut-être qu'ils voulaient quelqu'un de plus défensif. Mais après, tu mets un milieu de terrain, ça va pas aller mieux défensivement. Hein? Donc, bref, je comprends pas. Au milieu de terrain, Maciel a fait un excellent match. On s'attendait... C'est quand même un peu bizarre de lancer pour le premier match de ta carrière avec ton nouveau club, que tu lances contre un très jeune joueur, contre le rival de toujours. C'est quand même assez bizarre. Par contre, j'ai bien aimé devant Uguti Kyoto. C'était quand même assez intéressant. Bref, des choix forts du côté de Thierry Henry, finalement, qui se sont pas avérés payants. Donc, je vais te laisser commencer par l'analyse du match, puis j'enchaînerai après. Ouais, comme j'ai dit, tout s'est joué vraiment avec les offensives de Toronto qui étaient très belles. C'est assez fou d'avoir eu en 30 minutes, il y a eu 5 buts, quelque chose comme ça. C'est marrant parce que dans ce tournoi, c'était plutôt le contraire jusque-là, parce que quand tu fais, forcément, tu as 5 changements, donc tu peux changer la moitié de tes joueurs de champ à la mi-temps si ça te plaît pour un petit peu relancer l'attaque. Et ce sont les milieux ou les attaquants qui sont remplacés. Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Surtout des buts en début de match, et vraiment Akinola et Laria ont fait le taf sur le côté. Ils sont allés très très vite. Bradley, j'étais surpris, il a fait un bon match, je trouvais, avec des ouvertures plutôt efficaces. Piatti, Pozuelo et Akinola ont très bien combiné. Pozuelo et Piatti se trouvent bien, et c'est plutôt bon pour Toronto. C'est très étonnant de voir Akinola vraiment gérer ce match comme ça, sans Altidore titulaire. Il a vraiment fait un gros taf, et du côté de Montréal, c'était beaucoup de on essaie de trouver Kyoto en contre sur des longs ballons. Il a été plutôt bon, Kyoto. J'ai été content de son apport, mais c'est pas assez pour moi. C'est pas de la construction de jeu, c'est vraiment des longs ballons, du pick and rush comme on dit. Donc plutôt déçu de la part de Montréal de voir peu de construction de jeu comme ça. Après, Tyler était quand même là. Les penalties sont très bien tirés d'ailleurs. Mais voilà, franchement, un match plutôt géré par Toronto, et le seul problème de Toronto, je trouve que Gonzalez, il se fait vraiment bouger par Kyoto, et il devrait pas. Kyoto le prend 2 ou 3 fois derrière de son dos, et Gonzalez c'est complètement aux abois, et Mavinga, c'est vraiment dommage le penalty qu'il concède dans un tacle idiot qui n'a pas lieu d'être, parce qu'il était en train de rattraper Kyoto en plus, donc c'est complètement débile de tacler comme ça. Donc voilà, pour moi le problème de Toronto était la défense centrale, mais sinon je trouve que le reste de l'effectif a plutôt bien géré le match, et du côté de Montréal, il manque vraiment de construction de jeu. Ça se voit qu'en fait les joueurs n'ont pas eu l'habitude de jouer ensemble, mais je veux dire, encore pour Yapstam à Cincinnati, il arrive au dernier moment. Thierry Henry, il a quand même eu toute la pré-saison pour essayer de trouver un effectif. Là, je trouve ça un peu excusable qu'ils soient toujours en train de construire.
Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut dire que sous Thierry Henry, l'Impact de Montréal a 1 victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites, ce qui est pour moi vraiment pas assez. Je l'ai dit pour moi, je pense que l'Impact de Montréal a une équipe complète, a des joueurs à tous les postes, de bons joueurs à tous les postes. Après, bon, pas des joueurs extraordinaires à tous les postes, mais selon moi, c'est la meilleure équipe de Montréal sur papier depuis au moins 3 ans, avec des joueurs quand même assez bons à toutes les positions. Et je trouve que ce n'est pas normal que Thierry Henry ne le voit pas et n'utilise pas ses joueurs aux bonnes positions. On en a parlé lors du premier match. C'est la même chose lors du deuxième match. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Par contre, j'aimerais parler de quelques petites choses en premier. Par exemple, la clé du match pour moi, c'est de faire en sorte que Thierry Henry n'a pas remarqué que Alejandro Pozuelo était en train de vraiment tout dominer dans ce match-là. Et auteur de 3 passes décisives, Alejandro Pozuelo. Et c'est à quel moment que tu remarques, à partir de quel but, le 7e, que tu commences à remarquer qu'il faut que tu aies un milieu de terrain sur ce joueur-là? Pourquoi ne pas avoir fait monter Wanyama pour jouer sur Pozuelo, pour renforcer un peu le milieu de terrain? Beaucoup me disent, ouais, mais oui, finalement, la défense est nulle. Non, la défense n'est peut-être pas nulle. Pour moi, c'est le fait que le service au milieu de terrain n'était jamais coupé parce que le milieu de terrain se retrouvait tout le temps un peu pris à la gorge parce qu'il n'était pas assez densifié. Donc, je pense que Thierry Henry n'a pas remarqué ça, qu'il fallait renforcer le milieu de terrain. Et puis bon, après, les choix de Thierry Henry il a quand même fait des choix forts qui ont été très très bons. Maciel a eu un excellent match déjà sur le premier but, ça passe en profondeur et vraiment un bijou. Je vous conseille d'aller la voir, vraiment super belle. Romel Kyoto pour moi, a fait un match extraordinaire, puis devrait être titulaire en tout temps. Il a fait aussi de bons changements, Thierry Henry. Il a réussi à rentrer, à quand même revoir un peu sa position en mettant Rod Fanny à la mi-temps, qui a disputé quand même un bon match, le vétéran. Jackson Hamel a fait une très très bonne entrée en pointe, même qu'il y a eu un très beau jeu que j'ai beaucoup aimé avec Jackson Hamel qui fait une talonnade pour Boyan, qui lui aussi était rentré en jeu, et qui malheureusement Boyan a juste son tir, mais sauf qu'il est sauvé quand même assez facilement par Westberg. Mais si Boyan avait eu un meilleur tir, on aurait vu une égalisation à 3-3 dans ce temps-là. Pour ce qui est de Akinola, il a été extraordinaire et tu parles du fait que sur le dernier but, le 4e but de Toronto, il se retrouve face à un joueur montréalais, puis c'est épaule à épaule où il le pousse avec son épaule, c'est Yuka Raitala qui pousse vraiment c'était extraordinaire. Et pour moi, le gros problème n'est pas la défense, le gros problème c'est au milieu de terrain. Il fallait densifier ce milieu pour empêcher Pozuelo de jouer un peu ses caviars à droite et à gauche. Je pense qu'on aurait eu un autre match à ce moment-là. Pour moi, c'était clair, net et précis. Et je suis curieux et je suis étonné que Thierry Henry ne l'ait pas remarqué. Je suis pas entraîneur et je pense que ça sautait aux yeux. Et voilà. Et quand tu vois que sur le banc, il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence que Thierry Henry n'a même pas utilisé. Je pense à Lassi Lapalainen qui a joué 0 minutes. Je pense à Boyan est rentré dans les 20 dernières minutes, mais bon, Orji Okonkwo est rentré dans les 10 dernières minutes. Finalement, quand Broguiard est rentré, ça allait mieux du côté droit. Bref, je comprends pas. Je comprends pas que ce que fait Thierry Henry. N'empêche, c'est une défaite finalement un peu heureuse d'un point de vue parce que l'Impact de Montréal perd juste par un but. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec 0 points, ils ont quand même un différentiel de -2. Par contre, ils ont beaucoup plus de buts marqués. Donc, dans la course pour cette 3e place, si jamais ils s'imposent ils arrivent à remporter contre DC, Montréal pourrait être en bonne position de faire partie de ces 4 meilleurs 3e. Donc, ça, c'est le petit côté positif pour Montréal. Deuxième petit côté positif, beaucoup d'améliorations par rapport au match contre New England où il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Donc, offensivement, ça allait beaucoup mieux du côté de Montréal. Il faut encore juste remarquer que Thierry Henry puisse s'améliorer tactiquement parce que tactiquement, c'est là que le match s'est joué selon moi. Ouais, ils ont la possession en plus. Ils ont vraiment une grosse possession de balle. Mais au milieu de terrain, ils ont du mal à relancer. J'ai vraiment trouvé qu'il y a un trou entre le milieu de terrain et Kyoto qui était vraiment devant seul. Et c'est dommage parce qu'il y a Bohan, il y a Lapalainen, il y a Taider, il y a des joueurs qui savent jouer au ballon et c'est con qu'ils les utilisent pas plus. Donc complètement d'accord avec ton analyse et on va voir au prochain match si Thierry va pouvoir un petit peu jouer avec ça ou il va laisser encore Kyoto tout seul devant et à lui de gérer.
Exactement, et j'aimerais ajouter, il n'y a pas juste un trou entre le milieu et Kyoto, il y avait aussi un trou entre la défense et le milieu. Donc, juste pour dire que le milieu de terrain avait beaucoup de problèmes. Samuel Piette a un mauvais match hier, il faut l'avouer. Même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, il a eu un mauvais match, il n'était pas à sa position non plus. Mais bon, voilà, donc pour toi, joueur du match, et ben, je pense que c'est assez simple, joueur du match, et pire joueur du match. Pour moi, joueur du match, facilement Pozuelo, c'était Pozuelo ou Akinola. Honnêtement, enfin l'un ou l'autre, aucun problème. Je choisis Pozuelo parce que, comme tu l'as dit, Akinola, c'est les buts. Pozuelo, c'est toute l'influence sur le jeu de Toronto qui a été très belle. Et au niveau du pire joueur du match, peut-être Piet, peut-être Raitala, justement. Vraiment, ouais, à Montréal, il y avait quelques choix. Bon, je vais dire Raitala parce que ce qu'il fait contre Akinola, c'est pas le mec à 20 ans, quoi. Tu dois quand même essayer de le gérer et il le fait pas du tout. Donc voilà. Ouais, mais je comprends. Moi, je veux le donner à Akinola. 5 buts en 2 matchs. C'est quand même énorme pour le petit jeune de 20 ans que nous, on le connaissait, mais beaucoup de personnes ne savaient même pas c'était qui. Il était tout le temps dans l'ombre de Altidore, qui a pas encore fait d'apparition même sur le banc du côté de Toronto. Et il paraît que d'après Greg Vanney, c'est pas une question de blessure ou quoi que ce soit. Donc, assez curieux. Ouais. Assez curieux. Deuxième mention spéciale, bien évidemment, à Pozuelo, comme tu l'as dit, mais aussi une grosse mention spéciale à Romell Kyoto, qui a été extraordinaire hier. C'est lui qui provoque le penalty. Il marque un but. Il a failli donner 3 autres passes décisives. Si jamais quelqu'un savait finir du côté de l'Impact, ça aurait été différent. Mais il a été extraordinaire, Romell Kyoto. Vraiment un excellent match. Du côté du pire joueur du match, pour moi, c'était oui, Raitala. Je suis complètement d'accord avec toi. Piet aurait pu le prendre aussi, sauf que ouais, c'est entre les deux. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est entre ces deux joueurs-là que le pire joueur du match réside. Et j'aimerais juste revenir sur le fait que tu as parlé de Omar Gonzalez. Oui, il a eu une très mauvaise première mi-temps, un très mauvais début de deuxième mi-temps. Par contre, là où ça compte, donc quand le Toronto a dû vraiment un peu verrouiller son but, Omar Gonzalez a répondu présent, Chris Mavinga a répondu présent, malgré un mauvais match. Au moment où ça compte, les deux défenseurs centraux ont été quand même assez bons. Laurent Simon a aidé, même s'il a provoqué un penalty. Il a quand même solidifié cette défense-là. Donc, au moment où ça compte, les bons joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. Donc, mon petit point là-dessus par rapport à la défense de Toronto. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mon cher Antoine. Non, je crois qu'on a fait un beau détour sur les 3 matchs et j'espère que ça va plaire aux auditeurs. Exactement. Merci encore, Antoine, d'être venu ici au podcast MLS is Back, le podcast quotidien. J'espère que vous aimez ça et à demain pour un nouveau podcast ici sur Culture Soccer. Culture Soccer.